et un nombre très grand d'articles. Il y a des ouvrages de Marette sur le livre qui est un des plus importants de la science politique française, La fabrique des énarques, publié en 2001. Il y a encore Pouvoir politique et haute administration, une comparaison européenne, publié en 2001 toujours, des administrations comme administrateur civil, carrière et débouché, un peu plus tôt en 1997, et avec c'est une sélection avec François Dreyfus, Sciences politiques de l'administration, une approche comparative, publiée en 2006. Donc c'est un expert de l'administration publique, un chercheur de l'administration publique, quelqu'un qui fait la sociologie de l'État, l'anthropologie de l'État et l'étude comparative de l'administration. Faire une présentation de Jean-Michel Aymeric 12 ans, c'est une épreuve assez difficile parce que le CV est consistant. Je ne sais pas faire court, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, il nous parlera en webérien celtique, de la figure de l'État contemporain entre disqualification et requalification, libre propos. Je vous donne la parole, cher collègue. Je vous remercie, cher collègue. Est-ce que pour les aspects techniques, il faut faire quelque chose? Ça va là-dedans, c'est ça? C'est ça. Pour que ce soit enregistré. Yes. Je remercie ma collègue Alexandra Ionescu de cette présentation à la fois rapide, plus rapide qu'effectivement la longueur d'un CD que je ne sais pas faire court. Ça n'est que ma faute. Je la remercie aussi de son invitation à venir ici dans votre belle... Est-ce un institut? Il faut dire oui, institut, dans ce local ici, tout à fait charmant, ces vieilles maisons, de vieilles briques, puisque je sais bien que sous les crépilles colorées se cache la brique dans votre pays. Alors, je suis un homme de Toulouse, Toulouse est la ville de la brique rose, où nous avons cette chose en commun, qu'elle soit cuite ou terre crue, peu importe. Et donc, j'ai découvert avec plaisir tout à l'heure en arrivant cette jolie maison. Voilà, c'est la deuxième fois que je viens à Bucarest. J'ai été venu à l'invitation du New Europe College en juin dernier pour parler aussi de l'État. Ma foi, il semble que je me répète, bis in idem, se répète, ce qui ne vaut pas normalement en droit international public, mais vaut en sciences politiques. On ne peut pas se renouveler tout le temps, peut-être. Alors, où est-ce que j'ai passé la quarantaine et que je me mets déjà à redire beaucoup la même chose? Comme l'a dit Alexandra, le titre de cette conférence à laquelle vous me faites l'amitié de venir assister porte sur la figure de l'État contemporain entre disqualification et requalification, libre propos d'un webérien celtique, peut-être effectivement un soupçon d'explicitation du sous-titre, du développement. Il y a déjà une ou deux reprises de mettre des titres à certains des articles qui s'appellent Libre propos sur Libre propos. Je crois effectivement, par là, sans prétention exagérée, disons, émettre, de même que la rationalité axiologique est une utopie positive et une utopie motrice, dénoncer cette utopie, cette auto-utopie, cette auto-socio-utopie qu'il faut s'efforcer à être libre d'esprit, étant entendu qu'on sait bien qu'on ne le sera jamais et qu'il s'agit là d'une asymptote qu'on n'atteint pas, comme les asymptotes en mathématiques, mais au moins en avoir le désir et peut-être se donner l'occasion de l'être un peu plus libre, je veux dire, d'esprit que ceux qui s'enferment très vite pour certains de leurs thèses, et je le regrette tellement, dans un paradigme, une école, une chapelle, un modèle théorique. Donc un webérien, c'est juste une manière de dire que j'appartiens à la communauté des politistes ou politologues internationaux, car notre science politique est webérienne, ou post-webérienne ou néo-webérienne, étant entendu que naturellement, une fois qu'on a dit cela, on n'a rien dit parce que nos collègues n'ont pas lu Weber. Beaucoup de collègues citent Weber sans avoir lu, ou se prétendent webériens sans que ça ait beaucoup de conséquences. Donc effectivement, je pense que le retour à Weber sur les sujets de l'État est toujours fort utile, et pour vous donner une appréciation de cela
par mes pratiques d'enseignant aussi, parce que je suis un chercheur et un enseignant, et je dirais que le plaisir de l'enseignement ne l'enlève en rien chez moi au plaisir de la recherche et inversement. J'ai un cours de sociologie de l'État, un grand cours de 30 heures dans l'amphi de toute la promotion de Sciences Po Toulouse en 2e année, dans lequel je passe 3 heures, des 20 heures à disséquer et à décortiquer les 2 lignes et demie de la définition de l'État par Max Weber. Je crois qu'effectivement, on peut tirer beaucoup de choses de ce père de la science politique et de ces pères fondateurs de la sociologie si on y va de plus. Bon. Alors, la figure de l'État contemporain. Je vais commencer par un rappel. Un rappel qui, évidemment, ne vous apprendra rien, mais les rappels ont cet intérêt de fixer le point initial d'un propos. L'État, c'est, vous le savez tous, la forme d'organisation politique des sociétés qu'a inventé et perfectionné au fil des 10 derniers siècles environ l'Europe occidentale chrétienne. Et on sait bien que dans la généalogie de l'État et la sociogenèse de l'État, la question du christianisme et des 2 ordres, la question de la dissociation de l'ordre spirituel et de l'ordre temporel, la théorie des 2 glaives, la réforme grégorienne, et j'en passe des meilleurs, sont des éléments décisifs qui à la fois expliquent et légitiment la spécialisation d'un ordre politique et l'apparition d'un État comme forme d'organisation de cette spécialité des rôles du gouvernement politique, qui ne s'est pas joué de la même façon sous d'autres cieux, dans d'autres civilisations, à d'autres époques, etc. Bon. Alors l'État, c'est donc le produit d'un processus, c'est ce que je rappelle toujours, là aussi pardonnez-moi, c'est une évidence, que nous soyons bien d'accord sur ce dont nous parlons. L'État, c'est le produit d'un processus, ou c'est un produit processuel, le produit d'une dynamique, d'une trajectoire socio-historique, située dans l'espace et le temps. L'État n'est pas apparu n'importe où, l'État n'est donc pas éternel ni universel, même si l'État s'est clairement exporté, une exportation du modèle étatique en même temps qu'une exportation, ça va claquer, non, en même temps qu'une exportation du modèle des nationalités dans l'Europe du 19e, c'est pas ici dans les Balkans que je vais citer Gellner, Hobsbawm, le mouvement des nationalités, tout ce que ça signifie, et le fait que la constitution des États en Europe n'a cessé de se faire, et puis ensuite au XXe siècle, l'exportation du modèle de l'État dans l'ensemble de la planète, à l'ensemble de la surface du globe, notamment via les décolonisations, c'est-à-dire le moment où les États occidentaux se retirent du reste du globe, ce qui n'est paradoxal comme apparence. Donc l'État a porté tous les travaux de Jean-François Maillard sur l'Afrique, enfin tout ça est bien connu des politistes roumains, particulièrement au fait comme je l'ai remarqué en conversant avec Alessandra et d'autres collègues, de la production intellectuelle française. Alors, comme toute forme sociale au sens de Georg Simmel, le grand sociologue allemand injustement éclipsé par Max Weber, il est normal, il est sociologique que l'État occidental moderne connaisse des transformations, connaissent des réagencements, des réorganisations, des recompositions. Il y avait eu un important livre dans les années 90 dirigé par l'Italien Savino Cassese et le Britannique Vincent Wright qui s'appelait La recomposition de l'État en Europe, à la découverte 96. Bon. Que des recompositions, il y en a, c'est évident. Bon. Alors, la question qui se pose, c'est que comme l'État existe à la fois abstraitement et concrètement, que l'État est à la fois une persona ficta philosophico-juridique, le support abstrait du pouvoir politique, c'est toujours la définition que donnent les juristes de l'État. L'État, c'est le support abstrait du pouvoir, Georges Burdeau. Et en même temps, un appareil concret d'organes, de ministères, de direction, de délégation générale, de services déconcentrés, d'établissements publics, d'agences publiques diverses et variées. Une concrétude institutionnelle. Ou organisationnelle, comme diraient les anglophones. Je ne vais pas rentrer dans le débat institution à la française, organisation anglaise. Et c'est en même temps un ensemble d'appareils concrets qui sont peuplés de gens, vous et moi. Les institutions ne planent pas dans les airs, et les institutions ont un substrat humain. Un ensemble d'agents publics qui gèrent des finances publiques, qui produisent des politiques publiques, un programme d'action publique différencié à la fois sectoriellement, territorialement. Eh bien, il est logique, il n'est que logique, que les transformations, les recompositions que connaît l'État se produisent à la fois sur ce plan concret de ce qu'il fait et sur le plan plus abstrait, ontologique,
de la façon dont il est conceptualisé dans la République des idées. Donc, on comprend comme cela les interrogations contemporaines qui se sont attachées, je dirais, depuis une vingtaine d'années à tout un travail de qualification et de requalification de ce qu'est ou n'est pas l'État. État régulateur, État stratège, État, on va y revenir, l'État de qualificatif. Et ces interrogations, elles se jouent à la fois dans la concrétude, dans le concret de l'économie, des pratiques quotidiennes des fonctionnaires de terrain, tout autant que dans les débats idéologiques, et quand je dis idéologique, hein, disons idéal, hein, donc c'est un terme employé sans insinuation péjorative de toute sorte, idéal ou idéationnel, quand on dit en anglais, parfois, ideation, qui ont cours dans la République des idées, débats entre professeurs de droit, professeurs d'économie, l'économie se mêle de plus en plus, l'économie publique, hein, c'est très intéressant, il y a une espèce de dérive là, évidemment, les collègues économistes venant sur l'État, si je puis dire, sur le thème public, avec Buchanan, Talok, etc., l'économie du public choice, avec une vision très, très normée, ou alors la théorie économique de la démocratie, là, les trucs qui résultent d'Anthony Downs, une vieille lune des années 60, mais qui sont pathétiques. Hein. J'ai eu des discussions très récentes, j'ouvre une parenthèse, pardonnez-moi, je vais en faire beaucoup. Comme les types qui aiment enseigner, j'aime les parenthèses. Nous avons recruté dernièrement à l'UEP de Toulouse en juin dernier les professeurs d'économie à la mutation, je fais partie du comité en tant que membre non disciplinaire. Puis c'était hallucinant de voir ceux qui voulaient expliquer qu'ils veulent travailler dans un institut d'études politiques, donc où on parle aussi donc se sentaient obligés de faire un laïus, n'est-ce pas, sur le fait que oui, en économie, on s'intéresse de plus en plus aux politiques, ou à la science politique, etc. Les hypothèses d'explication économique du vote, etc., sont d'une pauvreté, voire d'une bêtise, accablant d'imbécilité. C'était extraordinaire par des gens qui sont absolument cultivés, qui publient dans des revues A+, d'économie internationale, etc., quand ils viennent sur les sujets des autres. Bon, alors ça fait toujours réfléchir sur l'interdisciplinarité, n'est-ce pas ? Bien, on passe des pas. Donc les débats, disais-je, de la République des idées, où les intellectuels, vrais ou faux intellectuels, s'emploient à repenser l'État, le discours et la pratique des dirigeants politiques se situant quelque part entre les deux, je veux dire entre l'économie des pratiques des acteurs, les hommes politiques étant des acteurs, et le discours plus intellectuel, les hommes politiques étant des hommes de discours qui, par la performativité de leur langage, font advenir bien souvent, sur le mode du wishful thinking, ce qu'ils prétendent énoncer comme des vérités objectives. Alors, à partir de là, et de ce morceau d'introduction qui n'est sans doute pas si clair et brouille les cartes plutôt que de tracer des lignes claires, mais j'espère que mon propos s'éclaircira en cours de route, je voudrais commencer par une espèce de constat que j'appelle l'État tel que l'éternité ne le change pas. L'État tel que l'éternité ne le change pas. Alors, depuis un certain nombre d'années, alors quand on dit ça, c'est toujours parce qu'on a du mal à dater. La question de la datation au carbone 14 des idées est très compliquée. Et la question de la datation et de la circulation internationale des idées, des modèles, etc., est une chose bien compliquée dans un monde en globalisation croissante, même si cette globalisation ne date pas d'aujourd'hui. On ne parle, en gros, dans l'Europe de l'OCDE et avant la chute du mur, à partir, je dirais, de la fin des années 70, la traductrice en roumain d'un certain nombre de textes de Pierre Rosanvallon, qui est ici à ma droite, c'est bien que Pierre Rosanvallon a écrit un bouquin tout à fait décisif dans la deuxième partie des années 70 qui s'appelle La crise de l'État-providence. Rosanvallon étant cela un des premiers en française, en tout cas, à poser ce problème, en montrant bien que la crise de l'État-providence, ce welfare state mis en place après le plan Beveridge, l'idée keynésienne, les néo-keynésiens, etc., de régulation de l'économie, les filets de sécurité sociaux, tout ça, entre en crise avec ce qu'on a appelé les deux chocs pétroliers, en 1973 liés à la guerre du Kippour et 1980 liés à la révolution iranienne et à la prise du pouvoir par les mollahs à Téhéran. Bon. Et dans cette décennie 70, toutes les régulations sociales et économiques on va dire fordistes et welfaristes se cassent la figure dans les États de l'Ouest et on commence à rentrer dans quelque chose comme une crise. Et
Elle a été relayée par les économistes de l'école de Chicago, Friedman, etc. Elle a été relayée par des dirigeants politiques néoconservateurs du type Margaret Thatcher, qui gagne les élections en Angleterre en 79, Ronald Reagan qui s'installe à la Maison-Blanche en 80, Brian Mulroney un peu plus tard au Canada, un certain nombre de la droite qui revient en Allemagne avec Schröder, avec Helmut